du moins la question, ce sera d'ailleurs la question posée à nos invités sur le plateau. Est-ce que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est finalement la solution justement pour lutter ou alors contrer les actions de l'impérialisme occidental en Afrique? Est-ce que c'est la solution aujourd'hui pour vous, Dr Ivouna? Au regard de ce qui vient d'être dit, oui. C'est la même thématique, c'est un modèle. Parce que je pense que les pères fondateurs du panafricanisme ont pensé et qu'il fallait à un moment donné que certains osent, comme ceux de l'AES ont osé, se mettre ensemble dans cette confédération. Et nous voyons les résultats, c'est-à-dire ils sont là en quelques, je crois, deux ans, c'est-à-dire dès lors ils ont pu briser certaines chaînes. Certaines chaînes ont été brisées et qu'ils se sont mis ensemble. Le Pentagone, c'est plein du Mali qui est en train de se surarmer. La France, le jeune de l'extrême droite dit clairement que la Russie est l'ennemi de la France pour avoir pris les pans de l'influence de la France en Afrique. Les signes sont là, qui sont un modèle à suivre. Si d'autres peuples d'Afrique peuvent s'aligner, ce serait une très bonne chose. Donc, c'est par là, il faut toujours que 2-3 personnes se mettent ensemble, comme l'aîné le disait, c'est-à-dire la famille oublie un peu ses problèmes internes et on se met ensemble pour se dire on poursuit un même idéal. Et seulement, est-ce que le reste des peuples d'Afrique va suivre? C'est là le problème. Si jamais ils sont isolés. Oui, vous pensez que cela pourrait freiner la dynamique? Bien sûr, parce que il faudrait voir qu'au niveau de la sous-région de la CEDEAO, on a pensé à un moment que dès lors que le PASTEF arrivera au pouvoir, la dynamique allait s'étendre. Mais nous sommes plutôt surpris aujourd'hui de savoir que on veut plutôt mettre des armées européennes à la frontière du Sénégal pour, soi-disant, défendre, combattre le terrorisme. Je me pose la question, quel est le rôle de l'armée sénégalaise? Ou alors, où est l'armée de la CEDEAO qui voulait tant attaquer, sauver Bazoum au Niger? Pourquoi ne se mettent-ils pas ensemble pour mettre cette armée-là au niveau des frontières du Sénégal? C'est cette réticence d'autres peuples et d'autres blocs. Est-ce que d'autres blocs, en dehors du bloc ouest-africain, est-ce que le bloc, par exemple, de la CEMAC ou alors de la CEAC va suivre? Est-ce que le bloc de l'Afrique de l'Est va suivre? C'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Parce que si on les isole, ça va créer comme un blocage en interne. Et cette dynamique, il risque de se retrouver un peu refroidi. Pourquoi? Parce que dans un sens aussi, ça risque de diviser davantage. Parce que si certains s'alignent et d'autres ne s'alignent pas, au niveau de l'Union africaine, ça va se passer comment? Moi, je me pose simplement des petites questions. Oui. Comment est-ce que ça va se gérer? La diplomatie panafricaine va se gérer, puisque nous savons que certains chefs d'État ne se rendent même plus. Et maintenant qu'il y a un bloc qui s'est formé, je me demande qui est pour, qui est contre. Ce n'est que des questions pour le moment, mais pour ma part, je dis que c'est un modèle à suivre, c'est un exemple à suivre et que par là, nous voyons déjà le soleil se lever. Nous voyons déjà le soleil se lever, du moins avec cette formation de l'Alliance des États du Sahel, Dr Eboutou, on l'a dit à l'entame de cette émission, l'Alliance qui apporte quand même, qui répond quand même aux attentes des peuples africains. Il y a des actions qui sont posées. On a vu la rupture de certains accords avec des partenaires classiques, on va les citer, la France, les États-Unis, la coopération militaire mise en mal, la suspension de certains médias. On connaît le rôle qu'ont joué certains médias en Afrique et précisément dans ces pays qui continuent d'ailleurs.
on voit l'approfondissement des relations avec certains partenaires tels que la Russie, l'Iran, la Turquie. On voit qu'ils vont vers les BRICS, entre autres, comme bloc, pour parler de ces blocs-là. Est-ce que l'AES, finalement, c'est vrai que le docteur vous le disait, si on les isole, cela pourrait freiner cette dynamique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'AES propose quand même quelque chose pour cette Afrique? Vous avez parlé tout à l'heure d'une Afrique, de l'unité, l'État, les États-Unis d'Afrique. Est-ce qu'on peut y arriver avec déjà cette base posée par l'AES? D'abord, le simple fait que l'Occident voit d'un très mauvais œil l'Alliance des États du Sahel, moi, me conforte. Oui. Dans la position de savoir qu'ils sont sur la bonne voie. Parce que, vous savez, et les uns et les autres l'ont rappelé sur ce plateau, l'enjeu du panafricanisme aujourd'hui, quand on se définit comme panafricaniste, c'est de se positionner contre le néocolonialisme. Néocolonialisme au sens de Kwame Nkrumah. Bien entendu, parce que je rappelle toujours que c'est lui qui a donné la meilleure définition du néocolonialisme dans son traité intitulé « Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme ». Il disait concrètement que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Cet État possède tous les attributs de la souveraineté, pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Ça, c'est Kwame Nkrumah. Et de ce point de vue, quand je vois tous les déferlements de haine, de construction scripturale, de construction discursive, qui sont émises à longueur de journée par des médias mainstream, par des experts entre guillemets occidentaux, sur la charte Liptuka-Gourma, ou encore sur l'Alliance des États du Sahel, je comprends tout de suite qu'ils sont sur la bonne voie. Parce que l'Occident n'encouragera jamais ce qui va nous viabiliser. Jamais. Jamais. Et donc, une fois que l'Occident s'oppose, ça veut dire que je dois prendre la voie inverse. S'ils vont à gauche, je dois aller à droite pour ma propre sécurité. Ça fonctionne comme ça. Et donc, de ce point de vue, il me semble quand même que, pour revenir sur le cas précis de l'AES, il y a quand même quelques facteurs qui les réunissaient déjà naturellement. Il faut rappeler quand même que tous les leaders de cette alliance-là sont militaires. Tout à fait. Donc, il y a une convergence de points de vue. On dit généralement que la Grande Muette, c'est des gens qui ont appris la stratégie. Voilà, ils ne bavardent pas beaucoup, ils agissent davantage, c'est des stratèges, ainsi de suite. Autre facteur qui les reliait naturellement, c'est qu'ils combattent le djihadisme depuis de longues années. C'est-à-dire que le djihadisme sème des ravages terribles dans l'espace du Sahel. Donc, quelque part, ils étaient là tous victimes des affres du terrorisme dans cette partie-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, ils devraient se mettre ensemble pour réfléchir, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce banditisme transfrontalier? Et autre facteur, et le dernier, c'est qu'il y a quand même, c'est un continuum à la fois anthropologique, géographique et sociologique. C'est-à-dire que quand vous voyez ces espaces-là, c'est des mêmes peuples pratiquement. Ils s'entendent, ils parlent les mêmes langues, et ainsi de suite. Et de mon point de vue, ce qui a été sémé en termes de jet opérationnel depuis la mise sur pied de la charte, moi me conforte. Parce que cela épouse l'esprit de celui qui est considéré comme notre maître du panafricanisme en Afrique, Kwame Nkrumah. C'est-à-dire que j'interroge toujours les chartes, les dynamiques, un ensemble de faisabilité opérationnelle que certains leaders contemporains qui se positionnent dans le panafricanisme mettent en avant chaque fois qu'ils veulent agir sur le sillon du panafricanisme. Alors, moi j'ai vu ces gens-là nous dire qu'ils vont dans une sorte de mise en commun d'une sécurité commune. Ils ont parlé d'une défense commune. Et je crois que cela a été acté à travers cette charte au lendemain de cette attaque présumée voulue par la CEDEAO, et dont les maîtres étaient Ouattara et puis Patrice Talon, qui voulaient absolument qu'on aille réinstaller Bazoum. Et tout de suite, ces leaders-là sont mis ensemble pour dire, si on attaque l'un de nous, tout de suite, les autres se mettent ensemble pour attaquer l'oppresseur, pour défendre, pour se prémunir face à l'oppresseur. C'est une dynamique très importante et cela a été acté par ce qu'ils ont appelé la charte Gourma. L'histoire de Bazoum, c'est fini là. Alors, vous voyez un peu. Donc, très intéressant. Et maintenant, autre aspect, il me semble qu'il y a aujourd'hui des discussions très avancées pour aller dans le sens de mettre en place une monnaie commune de ce côté-là. C'est très intéressant parce que là, ça me rapporte tout de suite avec les idées du grand maître qui, c'était des visionnaires, qui avaient vu et qui avaient juré que si nous n'embrassons pas cet itinéraire-là, nous ne sortirons pas de l'ornière. Vous connaissez le titre éponyme qui est presque sentencieux. L'Afrique doit s'unir, sinon elle mourra. L'Afrique n'a pas d'autre destin en dehors de son État fédéral. Et Kwame Nkrumah, Africa Must Unite, et quelqu'un comme Cheikh Anta Diop le rappelait déjà. Faire basculer l'Afrique
sur le destin, sur la pente de son destin fédéral. C'est une équation qui ne demande pas plusieurs inconnus. C'est c'est quelque chose d'impératif qui s'impose. Et quand on voit donc comment ces gars-là, au niveau de l'Alliance des États du Sahel, agissent, comment ils fonctionnent, comment il y a une mise en commun, une mise en dynamique d'un certain nombre d'initiatives, on se dit que c'est un modèle tout du moins inspirant, malgré les difficultés, mais c'est un modèle inspirant. Vous savez, le Niger, qui est généralement considéré dans les classements internationaux, l'IDH et tout, comme depuis quelques années, dans les années passées, parmi les derniers pays les plus pauvres de la planète. Vous savez, rien que cette année, après avoir bouté hors la France, qui exploitait de la façon la plus léonine l'uranium d'Arriva, ainsi de suite, quelques sites d'exploration minérale de ce côté, vous savez, des experts spécialistes de ces questions-là nous disent que le Niger, pour l'année prochaine, se projette à annoncer une croissance de l'ordre de 12%. C'est inédit. C'est de l'inédit. Mais comment on en arrive là? Si nous étions encore dans une logique entité unique là, jacobinisme caressé, et ainsi de suite, je ne crois pas qu'on en serait là. Simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des discussions entre partenaires, ils voient la chose dans un espace un peu plus large, et il y a donc des dynamiques endogènes qui se mettent en place et qui ouvrent de nouvelles perspectives à ces peuples-là. Parce que des dynamiques qui nous mettent au contact d'autres venus d'ailleurs, qui ne sont pas toujours au contact de notre civilisation, qui ne connaissent rien de notre civilisation, de notre vécu, de notre anthropologie, viennent dans une logique de ce que mon ami ici appelle souvent l'anthropophagie. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le but d'arracher par force, parce qu'ils ont la technologie militaire, la supériorité militaire, ils viennent donc pour arracher. Et je crois que ceux qui l'ont compris, en fait, qui sont un modèle inspirant, et qui aujourd'hui nous démontrent qu'une fois qu'une logique concertée, mutuelle, est définie dans un cadre sérieux, ils sont allés jusqu'à signer une charte. Liptako Gourma. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Signé le 16 septembre dernier. C'est très intéressant d'aller lire. Je crois que c'est 17 points. Et sur les 17 points, vous comprenez très bien que ces gars-là ont une vision. Et de mon point de vue, aujourd'hui, et je me conforte à l'idée parce que j'ai suivi la rencontre du leader de l'hégémon malien et de celui burkinabé qui sont rencontrés il y a quelques jours. Et je me suis réjoui d'entendre que sur la voie qu'ils ont engagée, qu'ils ont empruntée, ils ne comptent pas faire le chemin inverse. Ils l'ont dit, ils disent clairement que tels qu'ils sont partis, c'est terminé. C'est parti, ils n'emprunteront pas le chemin de non-retour. Donc, je crois que c'est un modèle qui doit être soutenu et je me réjouis davantage que les jeunesses de cette partie d'Afrique-là soutiennent, semblent avoir compris la vision. Et pour moi, c'est intéressant de voir que dans les prochains jours, certainement, il y aurait d'autres dynamiques qui pourraient entrer ou alors toquer à la porte de cette entité-là. Pourquoi je sors par là? Allez-y. Vous savez, c'est 13 à 14 colonies américaines qui décident de se mettre ensemble. C'est donc 14 États, exactement. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre d'indépendance, 1776, par là, aux États-Unis, il y a 14 États aux États-Unis qui disent on en a marre d'être dominé par la Grande-Bretagne. C'est de trop. Alors mettons-nous ensemble et on verra si ces gars-là reviendront. Et ils se mettent ensemble, ils disent ok, s'il y aura échec, on n'aura rien perdu. Mais si on réussit à viabiliser notre cadre, les autres viendront toquer à la porte. Et ça s'est tellement bien passé que les autres États restant dehors ont toqué à la porte. Aujourd'hui, nous avons 50 États et on a l'État continent qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Donc, ce qu'ils font là, si ça réussit, c'est nous autres qui allons toquer à la porte pour aller justement saluer cela et nous retrouver dans un cadre qui sécurise nos peuples et qui, dans les prochaines années, pourrait être un modèle qui aura finalement donné autre sens à ce que nous appelons les États-Unis d'Afrique. Jean de Gars ici, oui. Je vais vous dire 3 choses. La première chose, s'il vous arrive d'être proche des diplomaties, précisément des États-Unis d'Amérique et surtout de la France, dites-leur que les meilleurs amis de la France, c'est nous. Parce que nous, on leur disait, regardez là. Au lieu de regarder la direction du doigt, certains se sont contentés à regarder le doigt. Ce qu'on disait avec brutalité, c'est le résultat que vous voyez en Afrique de l'Ouest. Mais ce résultat est violent.
le même résultat à Yaoundé. Je vous raconte la deuxième histoire. Donc, dites, première histoire, première chose, dites, si moi on me convoque, on m'invite à l'ambassade de France, je n'aurais pas peur que non, on va m'empoisonner. Hein. Je suis convaincu que ces gens-là, parce que j'avais discuté avec le président de l'Assemblée nationale de France, Bartolone, comme il est d'origine catalane, de Catalunya, on a quelques... Alors, donc, j'avais discuté donc avec lui, et je crois qu'il est convaincu, ils le savent, je suis leur meilleur ami. Nous sommes les meilleurs amis. Parce que l'ami, c'est quoi? Ton ami est celui qui te dit la vérité. Ouais. Et nous, on était chargés de dire simplement la vérité et proposer que changer des logiciels. Le résultat est visible brutalement en Afrique de l'Ouest. Ouais. Deuxième histoire que je vous raconte. Un journaliste ivoirien pose la question à un ministre du commerce de Côte d'Ivoire, mais le cacao coûte 5200 au Cameroun, le kilogramme. Mais ici, c'est 1125. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le ministre n'a pas bien répondu. N'a pas donné la réponse qui est. Ouais. La réponse qui est, qu'il faut dire à haute voix, est que au Cameroun, il n'y a pas eu agitation comme en Afrique de l'Ouest. Il y a eu un autre modèle. C'est-à-dire que M. Bia, posément, a refusé de confirmer, de signer les accords de continuité de la colonisation. C'était précisément le 26 décembre 2020. Ça fait que le troisième accord nous permet d'aller vendre notre cacao à la Banque mondiale ou bien à quelqu'un d'autre. Et ce troisième accord, tel que c'est parti, ça permettra qu'on vende le cacao, le pétrole, tout ce qu'on a de matières premières, puis partout où on veut. Parce qu'on n'est plus lié par les 11 accords de colonisation. Certains disent que mais pourquoi Bia ne sort pas de la monnaie? Ce n'est plus utile. Parce que Bia entre dans la communauté Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud. Les BRICS. En novembre prochain, ça sortira de la bouche de Poutine certainement. Alors ça ne doit pas sortir de ma bouche. Il entre. Bia, en vendant librement nos choses, comme on dit au quartier, notre pétrole, etc. Les réserves qui étaient consignées, confisquées dans les comptes d'opération rentreront dans la trésorerie de Yaoundé. C'est pour ça qu'on vous disait que le Cameroun sera pays émergent en 2045. Parce que sorti de ces 11 accords, nous nous positionnons pour reconstruire la Sonara, pour exploiter nos matières premières qui sont là, la bauxite, etc. C'est bloqué là. C'est là qu'il faut dire aux gens que si M. Bia meurt aujourd'hui, il faut que les gens sachent là où on se trouve. Le Cameroun. Oui. Alors quand le Cameroun l'a fait donc, cette deuxième histoire que je vous raconte, c'est un autre modèle. Mais ce modèle-ci, imaginez que la Guinée équatoriale, enfin tous les autres petits pays, Tchad, Guinée équatoriale, Centrafrique, etc., étaient sortis des 11 accords de colonisation et que tous ces pays soient capables de vendre leurs matières premières. Ça suffit qu'on vient de mettre de côté le franc CFA. Parce que la France elle-même va abandonner le franc CFA. Parce qu'il ne sera plus rentable. Il ne donnera plus les devises dont les comptes d'opération vont tomber d'eux-mêmes. Sans agitation. Pas besoin de... Donc c'est notre modèle, le modèle camerounais. Sauf que le modèle camerounais ne nous donne pas encore satisfaction parce que toute l'Afrique centrale devrait se comporter comme le Mali et le Niger autour du Burkina Faso. Pour que cela soit, comme il le disait, les 14 pays américains qui se sont donnés. Vous voyez, donc nous ne sommes pas des ennemis. Je réitère, personne ne peut prendre le pouvoir. Il dit que bon, je prends le pouvoir, je suis l'ennemi de la France. Non, non. Il faut que les gens le comprennent très bien. C'est pour ça que j'insiste. Je prends une image. Je refuse de déshabiller Saint-Pierre pour embrasser, pour habiller Saint-Paul. Donc on dit, bon, ici dit qu'on aime le discours anti-français. On déteste la France parce qu'on va embrasser la Russie. Non. Toutes les puissances sont tentées d'utiliser l'arme de prédation.
il n'y a pas de bonne puissance. La puissance est ce qu'on appelle le grand centre qui se nourrit des périphéries. Toutes les puissances. Donc, il n'est pas question, pour nous, le modèle camerounais toujours. C'est pour ça qu'on dit que, bon, évidemment, on m'a dit quelque part que le Cameroun est la 6e puissance en sorcellerie. J'ai dit des choses comme ça pour vous faire rire, mais c'est sincère. Pourquoi? Le modèle camerounais, oui, de libération. De libération, oui. S'il contamine toute la zone, le modèle camerounais sur le plan de la diplomatie, oui, c'est le modèle de polygynie. C'est-à-dire que j'ai mes 16 épouses, c'est ma kyrielle de femmes et une ribambelle d'enfants. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est la pluralité des partenaires. Et il faut bien que, quand les partenaires viennent, qu'on ne dise pas que non, la France est inférieure à la Russie. Ouais, non. Ouais. Qu'on dise que tous les partenaires, dans les négociations, les résultats, les voici. Bonheur pour les Camerounais, bonheur pour... C'est ça qu'on recherche. Les États-Unis, quand on dit les États-Unis d'Afrique, là, les premiers résultats, c'est quoi? On tue l'intangibilité des frontières, qui arrange certains, et je vais à pied au Tchad. C'est pour ça qu'on construit les routes interétatiques qui doivent devenir les routes continentales. La dernière chose que je vais dire sur ce sujet, c'est que je souhaite que le logiciel de la diplomatie de nos grands partenaires, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme l'Italie, comme l'Angleterre, je souhaite, le monde occidental, je souhaite que leur logiciel intègre que les peuples africains sont respectés par le groupe BRICS, ouais, c'est-à-dire le groupe oriental. Ouais. Il est bon que leur logiciel change les méthodes d'humiliation, les méthodes d'imbécilisation, les méthodes d'infantilisation, les méthodes de prédation, qu'on aille, parce qu'en fait, moi je suis plus citoyen du Cameroun ou citoyen d'Afrique, les mêmes informations que vous avez par les satellites, par l'arme universelle qu'ils ont créée, eux-mêmes qu'on appelle Internet, les mêmes informations que vous avez à Washington, à travers Google, etc. C'est les mêmes informations que j'ai à Dongelang ou à Ibomzou. Donc nous sommes éveillés à l'ère du verseau. Et donc, pour chuter, pour ne pas confisquer la parole, dites au monde occidental que ce que vous voyez dans le Sahel n'est que la conséquence logique de leur mauvais logiciel que nous dénoncions, ça fait 12 ans. Et on nous appelait les aboyeurs et les brailleurs. Aujourd'hui, je suis convaincu que si je séjourne à Paris et qu'on prenne le temps de nous écouter en conférence, nous serons les bons citoyens de Paris, bons citoyens de Washington. Sinon, nous sommes obligés d'être très bons citoyens de Moscou ou d'Afrique du Sud, parce que si jamais vous êtes les agresseurs, vous vous positionnez comme impérialistes, comme colonialistes en continuité, donc vous êtes les agresseurs de l'Afrique. Vous êtes les agresseurs et les ennemis de l'objectif supérieur de l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, la puissance africaine et la capacité d'industrialisation de toute l'Afrique. Alors, nous nous considérons comme les fous du roi. Ou alors, les universitaires de la franchise et de la libération des peuples africains et du territoire africain. Merci une fois de plus à vous, Jean de Dia. Ici, on est à la fin. Ajouter quelque chose, ensuite je vais sortir avec le docteur Eboto. Oh, que dire encore? C'est le modèle à suivre. Et il a parlé des Occidentaux. Nous interpellons les autres blocs à se rallier à cette dynamique. Oui. Nous, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest qui sont aux frontières de l'AES, de lâcher, de sortir, de dire à leur maître, le message aussi s'adresse à eux, parce qu'ils sont plus proches. S'adresse à eux de dire à leur maître que la tendance a changé. Le fusil a changé d'épaule, comme on dit au quartier, que maintenant, il s'agit de se mettre ensemble. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin qui est même très pas en conflit. Ils ont quelques petites tensions avec le Niger. Tensions avec le Niger, oui. De comprendre que
ça ne peut plus rentrer. Ils sont décidés et que tous ensemble, si la CEDEAO suit et que l'Afrique centrale va aussi suivre, et partout, la mouvance, ce sera comme une grande vague. Donc, il faut interpeller ces chefs d'État. C'est le moment, c'est l'heure, c'est le timing. Et là, il faut aller vers cette dynamique. C'est tout ce que je peux dire. Merci à vous, cher monsieur. On est à la fin de cette édition. Docteur Eboutou, quand même, peut-être pour sortir avec vous, on est toujours justement dans cette sensibilisation, dans le combat. Tout à l'heure, vous allez donner cette conférence du côté de l'école normale supérieure d'enseignement technique de l'université de Douala, comme vous pouvez le voir à l'antenne, cher téléspectateurs, sur le thème jeunesse tchadienne et engagement panafricain. Vous serez accompagné de notre combattant, Biaka Tedan Djoré. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit commentaire après cette conférence? Merci beaucoup, chère madame, pour ce clin d'œil-là. Effectivement, nous donnons une conférence cet après-midi à l'invitation de la jeunesse estudiantine du Tchad au Cameroun, à l'université de Douala, dans les locaux de l'école normale, sur la thématique centrale intitulée jeunesse tchadienne et engagement panafricain. Cela s'inscrit dans une continuité de nos actions panafricaines que nous menons aussi bien dans des milieux associatifs, milieux syndicaux et même universitaires. Au mois de janvier dernier, j'ai été convié à N'Djamena à dispenser des séminaires à l'université et dans quelques milieux associatifs de ce côté-là pour une période de 3 semaines, et j'ai bouclé cette série de séminaires et de conférences avec une grande conférence à l'Institut Al-Souna qui est au centre-ville de N'Djamena. Et il y a encore quelques jours, j'y étais pour donner une leçon inaugurale à l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'un grand mouvement, d'une grande fédération, je crois que c'est d'ailleurs la plus grande fédération des mouvements panafricanistes du Tchad, qui s'appelle Umoja Toumaï, dont des activités sont coordonnées par un brillant panafricaniste que j'invite les uns et les autres à lire les travaux. Il s'appelle Hamzat Boukari Yabara. Il a fait un travail remarquable sur la question du panafricanisme. Il est auteur d'un ouvrage qui s'intitule Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara, c'est un franco-béninois. Il travaille sur des questions de panafricanisme. Il est très très brillant. Et il m'a fait l'honneur donc de m'y convier. Et c'est à la suite de ce travail-là que cette jeunesse de Tchad qui se retrouve dans des écoles de formation au Cameroun a bien voulu qu'on poursuive la discussion avec un des leaders de cette fédération panafricaine-là, qui vit en Côte d'Ivoire, qui s'appelle M. Biaka Tedan Djoré et qui revient de N'Djamena et qui a pris part d'ailleurs au grand dîner presse, dîner politique d'hier offert par M. Serge Matomba, qui sera à mes côtés cet après-midi pour discuter donc sur les enjeux, les défis du panafricanisme sous le postulat de cette jeunesse tchadienne qui s'engage de plus en plus et qui veut absolument épouser le combat panafricaniste. Pourquoi c'est important? Il faut peut-être rappeler que le panafricanisme, c'est la seule idéologie qui a été pratiquée avant d'être théorisée. C'est-à-dire que quand le panafricanisme est théorisé dans les années 1898 et l'expression consacrée à la conférence de 1900, en fait, le panafricanisme était déjà pratiqué longtemps à l'avance. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de panafricanisme sans mettre au cœur la question de Haïti, 1er janvier 1804, la question du Libéria avec la première colonisation afro-américaine, la question de l'Éthiopie, la question de l'Égypte, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la question des colonies brésiliennes. C'est donc très important de rappeler que c'est un vieux concept qui est resté vivant. Parce que j'entends souvent dire qu'il y a une résurgence de la montée panafricaniste. Que non, c'est un concept qui est resté vivant et aujourd'hui, il y a donc une jeunesse active, éveillée, qui voudrait simplement se réapproprier la vision des pères pour voir comment les mobiliser ou alors mobiliser quelques plans d'action aujourd'hui afin de sortir du néocolonialisme au sens que nous a légué la définition que je rappelais tout à l'heure de Nkrumah. Merci madame. C'est nous qui vous remercions, docteur David Eboutou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On invite bien sûr toute la jeunesse, du côté de
de Douala, peut-être présente, à aller justement écouter, suivre, participer à cette conférence, débat, voilà, jeunesse tchadienne et engagement panafricain à la salle de conférence de l'École normale supérieure d'enseignement technique de l'Université de Douala, voilà, ce vendredi. Merci une fois de plus, merci également à vous, Dr Bouna, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à vous, merci à vous également, Jean de ici, merci infiniment d'avoir été là avec nous ce matin. Je suis panafricaniste militant, c'est-à-dire je suis l'instrument qui prend la source dense et la transforme en unité élémentaire. Je vais puiser de l'eau dans un puits et je nourris ceux qui en ont besoin. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Réitérer et expliquer assidûment à tous nos partenaires, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient orientaux, qu'on soit d'accord que l'heure a sonné pour que l'humanisme devienne concrétisation. Pas l'humanisme des idéologies, c'est théorique. On s'aime, mais on aura la prédation contre nous, c'est fini. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses. Nous n'avons pas pu aller au standard, alors accorder un peu plus de temps au standard. Mais bon, les prochaines éditions sont là, vous le savez. Beaucoup de programmes sur Forum Média Africa. Vous pouvez y revenir, participer et commenter l'actualité avec nous. C'est la fin de cette édition de Forum.